Alors maintenant, nous allons écouter Monsieur François Racheline, que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est un habitué du Lonzac et que il était là dès le départ. C'est lui qui nous a aidé à construire le premier débat qui s'appelait Inventer l'avenir. Je crois que c'était vous qui aviez trouvé le titre à l'époque. Non, c'était Qu'arrive-t-il à l'avenir? Oui, exact. Donc vous êtes conseiller spécial du président du CESE, mais en vrai vous êtes un économiste philosophe et auteur d'ouvrages qui, de mon point de vue, sont des ouvrages de philosophie économique et absolument incontournables. Donc vous avez des choses à nous raconter sur l'industrie et les canards. Merci Nathalie. Comme l'heure est un peu à la Russie, puisque... Non, attends. Il ne faut pas le montrer tout de suite. Ne le montrez pas tout de suite. Je demanderai mon canard tout à l'heure. Comme l'heure est à la Russie, je voudrais vous commencer par une histoire russe. Et si vous avez la gentillesse de rire, je vous montrerai le canard. Mais malheureusement, le canard a déjà été montré. C'est du chantage. C'est une forme de chantage. Et bien entendu, ce temps est décompté de mon propos qui suivra. L'histoire est la suivante. Un professeur voulant éduquer ses élèves dans une école russe, et notamment du point de vue de la santé, prend deux coupes. Dans une, il met de l'eau. Dans l'autre, il met de la vodka. Il prend un petit verre de terre et il le plonge dans l'eau et le verre est extrêmement heureux. Il vit, tout va bien. Ensuite, il prend le même verre, il le met dans le verre de vodka, dans la coupe de vodka, et au bout de quelques instants, le verre tombe au fond, mort. Et il demande à ses élèves, vous voyez, qu'est-ce que vous en concluez? Et évidemment, il y a un premier silence, comme toujours, et puis il y en a un qui lève la main et qui dit, monsieur, quand on boit de la vodka, on n'a jamais de verre. Donc, comme vous avez eu la gentillesse de rire, je voudrais voir mon canard maintenant. Alors, quand j'ai demandé à Nathalie de présenter ce canard, elle m'a dit, mais écoute, vous êtes complètement malade, mon pauvre vieux. On ne chasse pas un canard avec une hache. Si on avait le temps, je vous laisserai quelques minutes pour savoir comment expliquer cette image. En réalité, c'est une image que j'ai trouvée dans un journal suédois. C'est un lac qui est pris par les glaces et ce sont deux gardes qui essayent de libérer ce pauvre canard. Il y a donc deux conclusions temporaires de ces deux premiers propos. La première conclusion, c'est qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas être négatif. Et dis-je ça parce que je vais affirmer deux choses qui vont probablement provoquer l'inimitié de mes amis dans la salle et qui vont me fusiller des yeux. C'est que je trouve que le sujet est formidablement bien trouvé, choisi, parce que la France n'a jamais été un pays industriel. Absolument jamais. Je vais vous, évidemment, donner quelques chiffres que j'ai d'ailleurs mis sur le blog, qui sont en ligne. Et deuxièmement, il ne faut absolument pas en tirer des conclusions négatives. Et ça, c'est pour l'avenir. Et peut-être que les jeunes, tout à l'heure, Méric, peut-être que les jeunes me sauveront. Première affirmation, pourquoi est-ce que la France n'a jamais été un pays industriel? Quand vous regardez deux critères, qui sont ceux que prennent les économistes, et dont je dirais après qu'ils ne sont plus bons, mais enfin quand même, ils sont dans nos esprits. Les économistes? Non, les économistes n'ont jamais été bons, mais les critères, eux, sont dans nos esprits. Et ils ont même façonné notre mentalité et notre regard. Premier critère, la contribution à la valeur ajoutée. Alors sur les 250 dernières années, il y a une petite quinzaine d'années, entre 1915 et 1930 maximum, où l'industrie a été la première contribution à la valeur ajoutée du produit français. Au 19e, c'est l'agriculture, et depuis 100 ans, ce sont ce qu'on appelle les services. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'industrie en France. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire de l'industrie. Ça veut dire simplement que, de ce point de vue-là, avec ces critères-là, vous n'avez pas l'industrie comme première caractéristique de l'économie française, contrairement au cas de l'Angleterre, au 19e, en dépit des services financiers, contrairement à l'Allemagne, et contrairement aussi, en tout cas au début des États-Unis. Deuxième critère, la population active. Eh bien, la population active... Alors, je me permets de vous renvoyer au blog, parce que j'ai donné tout ça, on n'allait pas montrer tous ces chiffres-là, ça serait vraiment ennuyeux.
si tant est que le reste que je dis ne le soit pas. Mais dans les chiffres de la population active, vous me permettrez de regarder mes propres chiffres, d'avoir mes chiffres sous les yeux. En gros, la population active était employée majoritairement dans l'industrie entre 1918, 1920 et 1928-30. Là encore, très 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 peu de temps. Donc ce n'est pas un pays industriel. Alors je sais bien que quand on dit fantasme, ça renvoie à la fois à quelque chose d'un peu irréel, mais aussi à quelque chose de délicieux. Il y a des fantasmes délicieux quand ils se réalisent, ou au contraire dramatiques. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la France était un pays industriel, et en même temps, et c'est la deuxième réflexion que je voudrais vous soumettre, je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions négatives. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être négatif? Parce que les critères utilisés sont très largement dépassés. Au XIXe siècle, on disait il y a le primaire, le secondaire, le tertiaire. Après, on a un petit peu affiné. Enfin, il y avait agriculture, industrie, service. Ensuite, primaire, secondaire, tertiaire. Vous savez, ça fait un peu penser à pays développé, pays développé, et puis le tiers-monde, le foutoir dans lequel on met tout. Ou bien la noblesse, le clergé et le tiers. Et vous savez que Sieyès disait qu'est-ce que c'est que le tiers-état? Tout. Aujourd'hui, la valeur ajoutée, donc la somme des valeurs ajoutées, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut en France. Cette valeur ajoutée provient à 80% de services. Les chiffres que j'avance ne sont pas des chiffres que j'invente, vous les trouverez, et notamment sur le site, sur le blog, dédié à cette journée. Oui, www.rencontredulonzac.com. Oui, il faudra peut-être le redire parce que ce n'est pas très facile, ça. C'est bon. Et pour attirer, il faut que vous sachiez qu'on y trouve les orateurs un petit peu, enfin, torse nu. Alors, je ne suis pas certain que ça attire, ça peut repousser. Mais parle pour toi. Alors, donc ça, je crois qu'il faut remettre un petit peu les choses d'aplomb, pardon. Tout le monde vous dira, c'est vraiment pas un scoop, que dans n'importe quelle industrie, il y a ici des industriels, des gens qui parleront beaucoup mieux que moi de l'industrie et qui en parleront aussi bien que Eric, il y a une très grande quantité de services. Dans n'importe quelle entreprise, Eric a parlé en introduction d'Airbus, la matière, ce qui vraiment vient, si vous voulez, de la fabrication matérielle, c'est 20 à 25%. Tout le reste, c'est de l'immatériel. Alors, d'où la question, mais l'immatériel, est-ce que c'est de l'industrie ou pas de l'industrie? Mais évidemment, l'ensemble de notre société aujourd'hui est organisé de façon industrielle au sens où il y a toujours un projet, mon cher Eric, il y a toujours de l'excellence, même dans le domaine des services. La grande différence, c'est qu'on n'est pas obligé de concentrer les services dans un même lieu, on est dans une société d'ubiquité. Et là, l'industrie, évidemment, est obligée de modifier sa perception de l'espace. Quand vous regardez la définition d'un service par l'INSEE, et l'INSEE ne dit pas que des bêtises. L'INSEE dit très exactement qu'un service, c'est la mise à disposition d'un bien matériel ou immatériel de façon temporaire. Autrement dit, quand vous prenez une voiture Autolib à Paris, ce n'est pas une voiture que vous prenez, c'est un service qui est mis à votre disposition grâce à un bien matériel. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, vous avez dit, monsieur, qu'on était en métamorphose, on est d'accord là-dessus, ça y est, je crois que maintenant, à peu près tout le monde l'affirme. Qu'est-ce que ça veut dire, la métamorphose? Ça veut dire que la société qui est née avec la révolution industrielle, ou ce qu'on appelle la révolution industrielle vers 1780 en Grande-Bretagne, cette société s'est organisée socialement et économiquement en fonction de l'industrie. Il y a même des gens qui vous disent que l'école en France, l'école secondaire, c'est comme des ateliers. Il y a à chaque fois, on a fragmenté les matières, on enseigne la philosophie, les mathématiques, la géographie, etc., comme un atelier d'une entreprise. Le métro boulot dodo, c'est cette révolution, enfin cette société industrielle. Cette société industrielle, elle est fondée sur trois choses extrêmement simples. On extrait, on transforme, on rejette. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que extraire, ça devient de plus en plus délicat parce qu'il y a une raréfaction d'énergie fossile, et rejeter, c'est de plus en plus ennuyeux parce qu'on pollue l'atmosphère, on a des problèmes de CO2, etc., etc. Donc il y a des tas de gens qui disent, au milieu, on ne peut plus continuer comme avant. Et en réalité, ce qui est en train de se passer, et je crois que c'est ce qu'il faut rajouter peut-être à tes propos, Eric, c'est que
Oui, un projet, oui, une excellence, oui, probablement pour l'industrie, une concentration, mais surtout, avoir une obsession, c'est être une solution. Et je pense que les gens qui sont ici, qui sont des industriels, savent que c'est ça qui compte en premier. Nous sommes entrés dans une société où le client, qu'il soit le client final ou que ce soit une entreprise, veut des solutions. Et donc, et je termine là-dessus, je crois que ce qu'on a appelé l'industrie, ce qu'on a appelé le secteur secondaire, est un élément majeur dans une chaîne de services. Il n'est plus celui qui détermine ce qu'il y aura après, c'est-à-dire le service après-vente ou les services à la personne. C'est un élément dans un service, c'est-à-dire que quand vous achetez un four à micro-ondes, vous ne l'achetez pas du tout parce qu'il est beau, parce qu'il est blanc, etc. Vous achetez uniquement les services qu'il vous rend, c'est-à-dire la rapidité, la propreté, la fonctionnalité. Et la métamorphose que nous sommes en train de connaître s'appuie sur cette évolution, avec mes remerciements et mes excuses. Merci François.